Bonjour Brice, Bonjour Stéphanie. bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Peace and Law. Donc, je suis ravie de t'accueillir pour partager sur un thème qui nous occupe depuis un certain temps et particulièrement toi. Donc, autour de la RSE, celui de la directive CSRD. Ouais. Alors, avant de plonger dans le détail et les méandres de ce texte important, est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Je suis commissaire aux comptes et expert comptable. Je suis marseillais. J'ai surtout travaillé en audit, donc en commissariat aux comptes, dans des cabinets de différentes tailles, donc des moyens, des très grands, à Paris et à Marseille. Voilà, donc ça fait 7 ans que je suis revenu à Marseille. Et depuis 5 ans, je travaille beaucoup sur les sujets, on va dire, extra-financiers, puisque c'est comme ça qu'on les appelait à ce moment-là. Et depuis 2 ans et demi maintenant, je suis associé chez Yoda Consulting. Et également certifié commissaire aux comptes vert. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de passer ce cap important et d'obtenir cette certification? La certification en tant que telle, c'est plutôt la continuité de tout ce que je mets en œuvre depuis 5 ans, en ayant décidé en 2020 de vraiment me concentrer, me spécialiser aussi. Donc, ce qui inclut des formations aussi, hein. C'est pas que de la volonté de vouloir le faire. Faut se former, mettre en œuvre de nouvelles missions sur ces sujets. Donc, encore une fois, extra-financiers. Donc, le CAC vert, qui est la conséquence pour les commissaires aux comptes d'être accrédités à auditer les rapports de durabilité, donc les rapports CSRD, était pour moi la continuité. C'était pas possible d'avoir fait tout ça avant sans donc obtenir ce visa et être accrédité. D'ailleurs, en plus, j'ai pu participer dans les comités de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à travailler sur ces sujets. Donc, je les ai vus arriver en amont. On avait même presque obligation, en étant partie du comité, de s'inscrire et de passer ce visa durabilité. Il y a une nouvelle liste de commissaires aux comptes qui a été créée, dite CAC vert. Ce sont les commissaires aux comptes donc, qui ont obtenu ce visa durabilité qui peuvent s'inscrire et ensuite auditer les rapports de durabilité. On en vient au vif du sujet, la directive CSRD qui a été transposée aussi en droit français et qui commence à recevoir une application avec à la fois de l'enthousiasme mais aussi des questionnements. Est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue sur ce texte et sur l'intérêt qu'il présente pour les entreprises? Avant tout, je trouve qu'il a un intérêt pour la société, parce que donc ce texte s'inscrit aussi dans une continuité, puisqu'il y avait avant la DPF, donc Déclaration de performance extra-financière, qui concernait moins d'entreprises et qui était beaucoup moins aussi, on va dire, encadrée et formalisée. Il y avait beaucoup moins de points de données à déclarer. La structure du rapport était beaucoup plus légère et libre. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on connaît sur les états financiers en termes de réglementation, de conformité, c'est beaucoup plus poussé. Donc déjà, l'intérêt, il est là, c'est qu'on a une nouvelle méthode, un cadrage, un référentiel très complet, qui va s'imposer de façon très naturelle comme la référence, d'autant plus qu'il y aura des versions allégées pour les entreprises de plus petite taille qui voudront appliquer un référentiel. Donc l'intérêt, il est vraiment d'unifier les référentiels, ce que d'ailleurs avant que ça existe, j'essayais un peu à mon échelle de faire en orientant nos clients sur des référentiels les plus aboutis, robustes, qui allaient aussi être les plus diffusés. Donc là, au moins, on aura un langage commun, un peu comme dans la comptabilité avec des normes comptables. Toutes les entreprises en France publient les mêmes types de comptes, et là, c'est un peu pareil. Donc, le premier intérêt, c'est ça. Donc, pour avoir de la comparabilité, des démarches similaires, puisque dans ce rapport, il n'y a pas que de l'instant T, il y a de la prospective. Toutes les entreprises auront la même façon de se projeter, de créer des plans d'action. C'est le premier point. Et donc, forcément, pour les entreprises, mais également pour la société par ricochet, c'est un enjeu de durabilité, mais au sens durabilité de l'activité économique, de sa société, donc pérennité, puisqu'on fait un travail vraiment stratégique de fond, au regard forcément des enjeux ESG, mais ça reste un travail de fond stratégique qui va être utile à l'ensemble de l'entreprise et pas que pour sa partie durabilité sur les critères environnementaux ou sociaux. Ça l'oblige à se projeter sur des échelles de temps relativement longues sur beaucoup de sujets. On a vraiment une analyse poussée de tous les sujets économiques, parce que finalement l'ESG, ça reste des sujets économiques. C'est pour moi le point fort de cette directive et donc du référentiel qui en découle. C'est un texte qui permet de structurer le modèle économique de l'entreprise, de faire face aux enjeux actuels en termes environnementaux et sociaux. Parce que je trouve ça particulièrement intéressant et qu'il y a aussi des questionnements des entreprises aujourd'hui par rapport à ça, c'est comment tu les embarques, comment tu les accompagnes dans cette démarche
jusqu'à aller jusqu'à la certification que tu délivres? Pour les embarquer, déjà, faut les sensibiliser en amont. Donc ça, c'est un travail un peu quelque part de pèlerin, notamment depuis 5 ans, parce qu'en 2020, quand vraiment je me dis je veux dédier beaucoup de mon temps sur ces sujets et mon activité, le sujet était un peu moins à la mode. Il y avait moins de référentiels, moins d'obligations. Donc la première étape, c'est forcément de les sensibiliser. Il y a plusieurs façons de les sensibiliser, hein. Il y a créer de l'information, aller voir ses clients, leur parler aussi des réglementations qui arrivent. Et donc, il faut se préparer à ces réglementations. Et puis après, de façon juste d'ordre général, d'un point de vue plus sociétal, de sensibiliser à ces sujets. Parce que forcément, c'est des sujets de société, à un moment donné, c'est le sens de l'histoire. Ils vont s'imposer à l'entreprise et on est presque un peu dans des sujets disruptifs où on peut imaginer que des entreprises qui sont pas alignées sur ces sujets pourraient être écartées du marché. Voilà, il y a plusieurs niveaux de sensibilisation. Curseur à utiliser au niveau des entreprises. C'est aussi de la participation à des groupes de travail, des comités, que ce soit au niveau de la profession, ou des groupes de travail d'entreprise. Et donc, sous ce modèle-là, on a eu l'idée de aussi lancer des groupes de travail avec plusieurs entreprises pour justement leur simplifier la mise en œuvre de la CSRD où on découpe en plusieurs ateliers de travail d'une journée, une demi-journée, des points clés de la CSRD, des normes SRS qui sont les normes d'application. Donc voilà, on découpe en ateliers et sous forme d'ateliers avec aussi une partie d'intelligence collective, une partie plus pédagogique, descendante où on explique ce que la norme attend, ce qu'il va falloir produire, sous quelle forme, et de la mise en application, de l'échange entre participants en essayant d'utiliser au maximum l'intelligence collective et des ateliers qui leur permettent de façon un peu plus ludique que juste de la conformité pure et dure de normes, de mettre en application pour se familiariser, pouvoir être autonome et faire la même chose après dans leurs entreprises avec les autres équipes concernées par le sujet. Voilà, on croit que la mise en commun, les groupes de travail, c'est porteur et ça permet aussi de figer dans le temps des étapes importantes, de donner un planning, un rythme. La mise en œuvre de la CSRD, ça prend du temps, c'est plusieurs mois, c'est au mieux un gros semestre et jusqu'à une année de travail pour arriver à un rapport CSRD. Donc, il faut donner du rythme et avancer régulièrement. Dans la collaboration et la solidarité finalement aussi avec les entreprises, il y a l'idée de pouvoir maintenir cet agenda et de se nourrir aussi de bonnes pratiques et d'arriver aussi à tenir l'effort. C'est ça, c'est vraiment l'idée aussi du groupe de travail. Ça peut se faire en interne avec l'entreprise, on peut développer des ateliers quand on fait de l'accompagnement sur mesure. Mais dans ce cas d'un groupe de travail, c'est, on va dire, plus simple pour l'entreprise de se lancer parce que déjà, il y a une partie coût qui est partagée avec les autres entreprises, mais surtout, il y a cette idée de partage avec des entreprises d'autres secteurs ou des secteurs connexes qui vont pouvoir s'alimenter, une vision de regard un peu extérieure. Sur le côté agenda, on est encore plus tenu. On s'engage vis-à-vis de personnes externes à son entreprise, donc on se tient encore plus à ces engagements d'agenda et donc ça rajoute du rythme. Ça, c'est très bien. La notion de rythme est très importante sur ce type de travaux et puisque c'est vraiment un travaux en mode projet. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets des apports de ces groupes de pratique, sur quoi ils débouchent utilement pour les participants? L'intérêt de ces groupes, au-delà de pouvoir avoir un rythme et mettre en œuvre le rapport dans un calendrier, c'est le partage entre les participants et concrètement, ce qui est intéressant de voir donc on est l'atelier suivant, on fait toujours une phase de débrief des précédents. Même entre les ateliers, des fois, on fait aussi des intercessions pour débloquer des points. Et en fait, les participants partagent entre eux la façon dont ils sont appropriés les outils qu'on leur a présentés ou la méthode. Déjà, il y a du partage de méthodes, en fait, mais qui sont du coup appropriés par chacun. Et là, c'est hyper intéressant parce que tous font quelque chose de différent. Tous s'apportent. Des fois, il y a des petites corrections, des échanges. Donc, ça leur permet de vraiment augmenter le niveau d'appropriation et de pertinence dans leurs méthodes et dans leurs travaux. Donc ça, je trouve, c'est vraiment un point important dans les ateliers. Et aussi, ils se challenge du coup sur la compréhension. C'est-à-dire quand on est plutôt sur de la phase descendante où on leur explique la norme, là on a plusieurs entreprises qui vont donc vis-à-vis de leur contexte challenger ce qui leur est dit. Donc on va assez loin dans le niveau de précision de la norme qui est générale à l'adaptation de chaque activité. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis même nous en tant qu'auditeurs, c'est quand même le début. Donc le fait d'avoir aussi plusieurs entreprises en même temps, ça nous fait aussi tout de suite du retour d'expérience, du partage qu'après on peut mettre en application sur d'autres cas. Ça accélère en fait le process et l'enrichissement de tout le monde, que ce soit nous en tant qu'accompagnants et les participants. Alors dans cette idée de collaboration, comment tu vois la collaboration sur ces thèmes-là et sur la mise en œuvre de ce texte, avocat, commissaire aux comptes et plus particulièrement CAC Vert et avocat environnementaliste et médiateur? Par exemple de texte de loi, d'une directive,
avec des éléments de conformité, donc forcément qu'un œil d'avocat, de juriste est important sur ces sujets. C'est quelque chose de nouveau aussi, donc il y a des risques d'incertitude de la part des clients qui vont s'engager sur des éléments passés qu'ils vont décrire, mais aussi de la prospective, donc ce qu'ils vont mettre en place, des sujets comme ça. Donc forcément que sur ces éléments, un œil d'avocat sera important pour connaître la portée de ce qui va être écrit dans ces rapports. Après, il y a aussi forcément beaucoup de données, de thématiques différentes qui sont traitées dans le rapport. Et donc, la capacité à traiter tous ces documents, à savoir quels documents obtenir, là aussi est précieuse. Je pense notamment à l'ingénierie contractuelle ou même sociale. Il y a forcément là des spécialités de droit qui permettent de gagner du temps et de savoir précisément comment répondre à certains sujets, notamment sur la partie aussi contractuelle. L'organisation du dialogue avec les parties prenantes, qui est quand même très développée dans la norme et un point clé aussi de toute démarche de ce type. Pas faire seul sur ce type de démarche. Et l'avis des parties prenantes est important et doit être pris en compte dans ces stratégies. Et donc là, le rôle d'un avocat aussi pour organiser le dialogue avec les parties prenantes me semble hyper important. Surtout s'il est formé à la médiation. Ah bah encore mieux, parce que tu vois, le dialogue avec les parties prenantes, je pense que c'est exactement le thème, c'est ça, c'est à mon avis la médiation, donc tout à fait, c'est exactement le sujet. Il me reste à te remercier infiniment. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Ta participation à ce podcast et puis voilà, la clarté de tes propos et ton engagement. On vous met toutes les informations dans la description et à très bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Ouais. Merci.